bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure de votre journal du sport. Le programme est chargé, on démarre tout de suite. Le Tiger Woods de la F1 a encore frappé. Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne chez lui sur le circuit de Silverstone. C'est sa 5e victoire de la saison devant son coéquipier Nico Rosberg et devant son rival Sebastian Vettel de l'écurie Ferrari. 38e triomphe donc en Formule 1 pour le Britannique devant une foule record de 140 000 spectateurs. Un succès qui lui permet de reprendre de la marge en championnat du monde puisqu'il compte désormais 17 points d'avance sur Rosberg. Les Mercedes n'en finissent plus de régner sur la compétition reine. Le reportage de Samuel Calvo. Au dernier Grand Prix de Formule 1 en Angleterre à Silverstone, la première place a été remportée par Lewis Hamilton, ce qui lui permet de reprendre 17 points d'avance sur Rosberg. L'Anglais était pourtant mal parti, mais a une fois de plus commis l'exploit de se retrouver sur le podium pour un 6e doublé de l'écurie Mercedes en 9 Grands Prix cette saison. Un des autres gagnants de la journée est Sebastian Vettel. La Scuderia Ferrari a parfaitement géré une fin de course pimentée par quelques averses bienvenues avec un arrêt au stand très bien négocié. Sans la pluie, nous ne serions pas sur le podium. Je pense qu'on a su être patient et attendre le bon moment pour utiliser des pneus adaptés à la pluie. C'est l'Angleterre, donc il va pleuvoir et l'instant d'après, il y a un grand soleil. Ça nous a vraiment aidé aujourd'hui, on a fait le bon choix au bon moment et on a fait de très beaux tours de piste. L'équipe a fait un super boulot à la radio, donc c'est bien. L'Allemand Nico Rosberg a également fourni une très belle performance, mais s'est fait dépasser par un coéquipier plus précis, accumulant 10 secondes de retard à l'arrivée. Oui, ça a été une très belle course. J'ai poussé fort pour essayer de rattraper Lewis dans des conditions difficiles. Mais au final, il a été meilleur. Il a fait un excellent travail tout le week-end. Le double champion du monde a failli tout perdre en tentant une attaque osée sur Massa, avant de se calmer et donc de remporter à domicile le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s'agit de la 5e victoire de la saison pour le Britannique. Je tiens tout d'abord à tous vous remercier sincèrement d'être venus aujourd'hui, de m'avoir soutenu ce week-end. Je me suis débattu du début à la fin et je voulais vraiment y arriver pour vous. J'ai réussi et je vous suis tellement reconnaissant. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous apercevais à chaque virage du coin de l'œil et ça me donnait une force incroyable. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous de Formule 1, fin juillet en Hongrie, plus précisément à Budapest, où le champion du monde britannique tentera de remporter sa 39e victoire de Formule 1 de sa carrière. On passe au football avec la victoire historique du Chili en Copa América. Pour la première fois, la Roja domine le football sud-américain après son sacre à domicile contre l'Argentine. Après 99 années d'attente et 4 finales perdues, le Chili y est arrivé malgré un passage par les tirs au but. Un triomphe logique puisque la sélection chilienne a survolé la compétition. 45 000 spectateurs étaient réunis et tout un pays était derrière son poste pour assister à ce match d'anthologie. Michael Friedman. Scénario de rêve pour le Chili, hôte de la Copa América, le pays tout entier a assisté à la victoire de la Roja. Opposés aux géants argentins en finale, les Chiliens ont dominé la rencontre sans trouver la faille, après 120 minutes de jeu sans but. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Claudio Bravo et Alexis Sanchez ont été les vrais héros de la séance avec des arrêts décisifs pour le portier barcelonais alors que l'attaquant d'Arsenal a marqué le dernier tir avec un sang-froid extraordinaire. Le Chili remporte grâce à ses gladiateurs la première Copa América de son histoire. Alexis Sanchez n'a jamais tiré un pénalty comme celui-ci. Il ne s'est pas entraîné, il a eu l'idée comme ça. Ça montre la qualité et le niveau qu'il a. Et c'est lui qui nous donne le titre. Explosion dans le stade après le dernier tir au but vainqueur. Le Chili décroche le titre et l'équipe est submergée de joie. Les supporters envahissent les rues de la capitale Santiago et dansent, chantent. Certains vont même jusqu'à déclencher des feux d'artifice. C'est un moment de fierté pour ceux qui ont dit que le Chili ne gagnerait jamais. Nous avons gagné avec passion et viva Chile, c'est la seule chose que je peux dire. En plus du sentiment incroyable de victoire, les fans ont conscience qu'ils ont désormais de nouvelles aspirations dans le football sud-américain.
Maintenant, nous pouvons dire à tous les latino-américains que nous sommes les meilleurs en football. Nous pouvons battre n'importe qui. Cette équipe est la meilleure de toute l'histoire chilienne. Et maintenant, nous le prouvons en remportant cette coupe. L'équipe chilienne a ensuite quitté le stade dans son bus et est partie à la rencontre de la présidente Michelle Bachelet, qui s'est jointe aux célébrations et a également soulevé le trophée de la Copa América. Les joueurs ont continué à chanter et à briller de mille feux. En face, pour les joueurs argentins, cette nuit ne s'est pas déroulée comme ils l'espéraient. Exactement un an après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, il n'y a une fois de plus que des larmes pour leurs fans qui espéraient mettre fin à 22 ans de sécheresse sans titre majeur. Lionel Messi a de nouveau déçu. Il a mené son équipe proche de la victoire mais devra encore attendre avant de soulever un trophée avec l'Argentine. La Copa América 2015 a été une véritable fête du football avec de nombreuses surprises et surtout un vainqueur inédit. Cette année 2015 restera gravée dans le cœur des fans chiliens. Et puis football toujours, mais chez les femmes cette fois-ci. Les Américaines sont devenues championnes du monde pour la 3e fois en surclassant le Japon. La femme du match, c'est Carli Lloyd qui, avec un triplé en finale, s'impose comme la meilleure joueuse du tournoi. Il y a 4 ans, c'était les Japonaises qui avaient privé les États-Unis du titre mondial. Une belle revanche regardée par près de 26 millions de téléspectateurs, plus que pendant les finales de NBA. Retour sur cette grande victoire avec Michael Friedman. L'histoire ne s'est pas répétée. Alors qu'il y a 4 ans, le Japon s'est imposé face aux États-Unis lors de la finale de Coupe du Monde de football féminin, cette année, les Américaines ont pris leur revanche. Et quelle revanche! En à peine 3 minutes, Carli Lloyd marque son premier but sur corner. La star va même inscrire un coup du chapeau en tout juste 16 minutes de jeu. Et le 3e est extraordinaire. Elle voit la gardienne japonaise avancer et tente une frappe lobée du milieu de terrain. Ça fait mouche. 4-0. Les Américaines marchent vers le titre. Je me rappelle, je reçois la balle et j'ai de l'espace. J'ai vu que le goal était loin de sa ligne, alors j'ai tenté ma chance. J'ai frappé comme il fallait, je pense pas que j'aurais pu mieux faire. Je crois qu'elle a réussi à effleurer le ballon, mais c'est rentré, donc c'est super. Même avec 4 buts de retard, les Japonaises continuent à se battre et réduisent la marque grâce à un but de Yuki Ogimi. Les Japonaises reviennent même à 4 buts contre 2, mais cette fois-ci, la team USA est trop forte. Et Tobin Head vient sceller le score, sous les hurrahs du public. L'équipe américaine remporte la finale 5-2 et s'adjuge la 3e Coupe du Monde de son histoire. Un record extraordinaire qu'elles savent apprécier. C'est tellement bon, tellement bon. Pour moi, l'important, ce n'est pas de les avoir battus. Le plus important, c'est d'avoir réussi à atteindre notre propre but. C'est une revanche sur nous-mêmes. L'équipe américaine était aussi très heureuse d'avoir aidé la légendaire Abby Wambach à gagner son premier titre de championne du monde. Honnêtement, c'est génial et je n'ai pas de mots. Nous avons célébré dans les vestiaires, j'ai du champagne sur mon visage. Mais c'est génial de voir Abby, vous savez, gagner son premier titre de championne du monde. Rien que ça, c'est dingue. Elle a fait tellement pour ce pays, pour ce sport. Et donc cela veut beaucoup dire pour elle et pour moi. Les fans de foot aux États-Unis se sont réunis à travers le pays pour célébrer la victoire. Et les supporters étaient en extase de voir les rouges, blanches et bleues l'emporter. Ça allait tellement vite. En général, les gens se plaignent que le jeu soit lent et ennuyeux et que personne ne marque. Et là, sorti de nulle part, boum, 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 et encore boum. C'est tellement bien de voir ça. Le football continue de grandir aux États-Unis. Les fans et les joueurs peuvent aspirer à un futur radieux. C'est génial de les soutenir. Elles sont phénoménales et on a juste envie de les encourager. Après 16 longues années, la Coupe du Monde est de retour aux États-Unis. Le trophée y restera pendant 4 ans avant de se rendre à la prochaine édition qui se déroulera en France. Le Tour de France accueille pour la première fois des cyclistes noirs africains, des coureurs érythréens et sud-africains qui participent sous le maillot de l'équipe MTN QBK et qui ont l'espoir de se démarquer. C'est notamment Daniel Teclé-Emanote qui concentre toutes les attentions puisqu'il a été meilleur grimpeur du Critérium du Dauphiné. Une belle aventure qui correspond à l'essor du cyclisme en Afrique et qui annonce peut-être une nouvelle génération de champions. Regardez. C'est la première fois qu'une équipe africaine participe à la Grande Boucle. MTN QBK, c'est le nom du groupe de ces 5 coureurs, dont 3 viennent d'Afrique du Sud et 2 d'Érythrée. Et ces cyclistes pourraient se démarquer.
notamment Daniel Teclé-Emanot, 27 ans, qui a fini meilleur grimpeur du dernier critérium du Dauphiné, qui emprunte en partie les routes alpines du Tour, ce qu'aucun coureur africain n'avait encore réalisé. Il est le premier noir africain de l'histoire à participer au Tour de France avec son compatriote érythréen Merawi Kudus. Douglas Ryder, manager de l'équipe, ne cache pas ses espoirs sur l'édition 2015. Nos coureurs africains sont de très bons grimpeurs. Ils sont très jeunes, très forts et ils arrivent facilement au sommet d'une montagne. Nous allons donc nous concentrer sur la seconde moitié du Tour de France et sur les montagnes. Une façon de faire de la promotion pour le cyclisme qui se développe beaucoup sur le continent africain. Pour Jean-Pierre Van Zyl, entraîneur des moins de 23 ans, cette participation aura un effet positif sur le cyclisme en Afrique. Bien sûr que c'est du marketing, mais du marketing intelligent. Je pense aussi que nos coureurs seront compétitifs. Ils ont montré un bon niveau à la Vuelta d'Espagne. Ils ne devraient pas rencontrer de gros problèmes. Ce sport qui est européen depuis 100 ans pourrait donc s'internationaliser. Le sponsor de l'équipe, QBK, est une ONG sud-africaine créée en 2004. Elle fournit des vélos à des enfants en échange d'un petit travail dans leur communauté, comme planter un arbre ou ramasser des déchets. En contrepartie, les enfants peuvent par exemple se rendre à l'école rapidement sans faire des heures de marche. Pour les coureurs de l'équipe, participer au Tour de France est un véritable rêve qui pourrait les conduire plus loin encore. Mon espoir pour le futur, c'est d'essayer de courir sur le Tour de France. C'est mon plus grand rêve, peut-être les Jeux Olympiques aussi. Ngor, Yoff, Ouakam, ces quartiers de Dakar ont une résonance particulière pour les amateurs de sport de vagues. Ils abritent des sites de pratique de surf où se rendent de plus en plus de passionnés sénégalais pour dompter les flots, couchés, assis ou debout sur leurs planches. Regardez. Une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année, un climat agréable, le Sénégal est le paradis du surf africain. La destination est connue depuis longtemps, mais c'est depuis quelques années seulement que le potentiel sportif se révèle au pays du foot et de la lutte. On compte 8 écoles de sport de glisse dans la capitale, comme celle-ci, fréquentée par Nora Diouka et ses amis. C'est bien, il y a de la sensation et on s'amuse bien dans l'eau. On n'est pas tout le temps obligé de prendre des vagues comme là, il n'y a pas beaucoup de vagues. Son professeur est Oumar Sey. À 37 ans, il est l'un des pionniers du surf sénégalais. Né dans un modeste quartier de pêcheurs de Dakar, il a appris le surf avec les touristes et les étrangers avant de devenir le premier Sénégalais à signer un contrat professionnel. Il gère aujourd'hui une école, un surf camp et un surf shop et préside une compétition africaine. La plupart des conditions sont réunies pour faire décoller le surf au Sénégal. Il ne manque qu'un peu de soutien. Ce qui manque déjà, c'est le soutien du ministre des Sports. Que la fédération a plus de moyens pour valoriser ces compétitions nationales. Les compétitions nationales qui peuvent nous permettre de sortir les meilleurs surfeurs pour représenter les pays dans les autres compétitions. Mais à Dakar, ce sont surtout les étrangers qui pratiquent le surf et le bodyboard, autre sport qui se pratique allongé. Surfer coûte cher, il faut compter au moins 150 € pour une planche de surf d'occasion, soit 3 fois le salaire minimum. La Fédération sénégalaise de surf compte sur les quelques champions locaux et les clubs pour démocratiser le sport. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore tous des planches dernier cri, mais disons que les clubs, notamment certains clubs gaurois, font tout pour mettre à disposition de ces jeunes du matériel qui leur permet de progresser. La démocratisation des sports de glisse passe aussi par des événements rassembleurs comme la compétition Sénéglisse, organisée chaque année par le bodyboarder sénégalais Emeric Senghor. Dans l'eau, les participants doivent rivaliser de figure pour avoir la faveur des juges. Si les Sénégalais manquent, c'est parce qu'ils sont peu familiarisés avec l'océan. Il est bien évident que c'est plus facile de découvrir le surf quand on sait déjà bien nager. Et c'est là qu'il va falloir sensibiliser plus de monde, plus de Sénégalais à découvrir l'océan, à s'initier à la natation et découvrir la joie du bodyboard ou du surf. En attendant de devenir peut-être un jour une place forte du surf mondial, le Sénégal veut s'affirmer comme la locomotive d'un surf africain en plein essor. En 2015, le Rip Curl Africa Tour, la plus réputée des compétitions, a fait étape dans 3 pays. L'année prochaine, 6 pays sont au programme.
Et bien voilà, le journal du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Bon week-end à tous. On se retrouve bientôt, évidemment, pour d'autres nouvelles sportives. D'ici là, ne changez pas de chaîne. L'info continue 24h sur 24 sur i24 News.